Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Que se passe-t-il à Riyad à cette heure-ci? On est en milieu d'après-midi là-bas, en Arabie Saoudite, parce qu'on discute du sort de l'Ukraine, sans l'Ukraine, accessoirement. Ce n'est pas accessoire, mais effectivement, on le fait. Puis je dirais qu'avant même de parler de l'Ukraine, les Américains et les Russes sont en train de faire quelque chose qu'ils n'avaient pas fait depuis bientôt 3 ans, c'est-à-dire de se parler et de normaliser les relations entre ces deux superpuissances nucléaires d'abord et avant tout. C'est évident qu'économiquement, la Russie ne pèse pas ce que pèsent les Américains, mais c'est le début d'un dégel possiblement, je dirais même assurément, parce que c'est largement amorcé. C'est pour ça qu'on se retrouvait. D'ailleurs, l'administration américaine a fait bien attention de dire on n'est pas en train de négocier aujourd'hui une entente de paix qui pourrait être imposée, par exemple, à l'Ukraine. On est davantage à rétablir les liens comme d'anciens partenaires de danse qui n'ont pas été ensemble à valser depuis un certain temps. Puis on sait que c'est une valse qui a eu toutes sortes de vitesses au cours des 50, 70 dernières années, avec entre autres les Russes. Et c'est là qu'on peut peut-être ressentir un peu de fragilité. Les Russes qui disent on n'est absolument pas fermé à l'idée à ce que les entreprises américaines puissent revenir chez nous, faisant entre autres au passage le rappel de ce que les pétrolières et les entreprises d'énergie américaines avaient peut-être loupé plus ou moins au cours des 3 dernières années, l'équivalent de 300 milliards de revenus. Et si les choses sont si rapidement et peut-être même brutalement pour certains présentées, ça me donne l'impression que ça masque possiblement aussi une fragilité des Russes qui ont à ce jour très bien résisté à toutes les sanctions économiques. Et je suis pas en train d'annoncer l'effondrement de l'économie russe comme plusieurs l'ont fait dans les secondes qui ont suivi l'annonce de ces sanctions économiques. Je dis que au total, par exemple, les taux d'intérêt payés par les Russes ordinaires sont hyper élevés en ce moment. Au total, donc, la situation n'est peut-être pas parfaite et idéale. Rien qui risque d'avoir un impact sur la volonté et les politiques de M. Poutine à court ou moyen terme. Mais l'empressement que j'ai vu à dire « Hey, ça vous tente pas de reprendre les relations économiques » me laisse penser peut-être qu'ils sont plus fragiles qu'ils ne le disent. Donc, on se retrouvait à Riyad. On repartait presque de zéro les relations entre les Américains et les Russes. Libération d'ailleurs d'un prisonnier américain hier qui avait été arrêté il y a quelques mois pour possession de marijuana ou de gummies qui étaient, eux, injectés la marijuana. Pour montrer une fois encore qu'il y a une espèce de bonne volonté. Ça se passe à Riyad. On l'a un peu dit, mais c'est évidemment pas un détail dans l'histoire. C'est aussi la normalisation de Mohammed Ben Salman qui avait été sérieusement mis au banc des nations. C'est quasiment plus qu'une normalisation. Il donne quasiment un statut de héros, là, de pays qui est capable de réunir le grand sommet. Je trouve que pour lui, là, c'est un gros succès. Puis dans le fond, entre les Russes et les Américains, le gars, il a joué ses 2 tableaux. Des fois, tu joues ces 2 tableaux, tu te pognes les doigts dans le piège à souris. Mais là, non, lui, en ayant joué sur les 2 tableaux, tout à coup, il devient le grand rassembleur. Là, aujourd'hui, je vois les images là, sur le site de la BBC. Là, il était à la table, c'est ça fait l'Arabie Saoudite reçoit les grandes puissances du monde. Il faut voir que il est toujours risqué de choisir de se priver de quelqu'un qui est aussi important dans l'économie mondiale. Évidemment, pour le pétrole qui s'y trouve, M. Biden avait donné une leçon de morale qu'on comprend très bien. Après qu'il a eu transformé en steak tartare un de ses opposants politiques, M. Khashoggi, qui s'était présenté au consulat saoudien en Turquie, avait été littéralement kidnappé par des agents qui l'attendaient, tué, éliminé. C'est une chose évidemment horrible et on peut comprendre qu'on a décidé de le montrer du doigt. Mais très peu de temps après, piteux pitou, M. Biden se présentait en Arabie Saoudite parce qu'il espérait un prix du baril de pétrole inférieur pour jouer sur l'inflation. Et Salman ne lui a même pas serré la main. Donc, c'est dire le pouvoir qu'il a. Et il était prêt, je pense, à faire le dos rond et attendre. Monsieur Trump,
je pense, son deuxième coup de fil officiel à un chef d'État étranger, je dis bien sous réserve, là, au moment où il a pris les rênes du pouvoir, c'était pour l'Arabie Saoudite, en disant, je pourrais y retourner aussi pour mon premier voyage officiel, comme il l'avait fait dans son premier mandat, en disant, si on m'offre le bon prix, c'est-à-dire si on m'offre un bon deal pour acheter des armes américaines, ben, je pourrais faire un geste symbolique. Tout ce que ça dit, c'est qu'il est difficilement contournable. Pour les Russes, c'est un partenaire avec lequel ils avaient toujours des conversations. Je le répète, mais ça compte. Il ne sera pas arrêté là-bas. Il y a un mandat, évidemment, de la Cour pénale internationale qui pèse contre Vladimir Poutine, mais qui ne sera pas exercé sur place. C'est pas un détail. Quand je le dis, c'est parce qu'à terme, on se soucie de ce que ça pourrait être le lieu d'une rencontre au sommet entre les deux patrons. Poutine ne voyage pas beaucoup, là, présentement. Il peut pas prendre un bateau de croisière pour faire un petit tour du monde, là. Pas plus que de devrait pouvoir le faire Benjamin Netanyahou, parce qu'il est visé par exactement les mêmes mandats d'arrestation. Les États-Unis ne sont pas signataires de l'accord de Rome, donc il n'a pas été incommodé quand il s'est présenté aux États-Unis pour aller voir Donald Trump. Mais donc oui, l'Arabie Saoudite qui est au cœur du jeu, et c'est pas un hasard. Là aussi, je reviens là-dessus, si M. Witkoff, qui est l'envoyé du président pour le Proche-Orient, joue un rôle important dans cette normalisation des relations entre les deux pays et à terme peut-être d'une entente. Qui est absent? Volodymyr Zelensky, qui va arriver demain, comme la cavalerie dans Lucky Luke, pour ceux qui se souviennent du classique de la bande dessinée, qui arrivait toujours après la bataille. Ben, M. Zelensky, c'est un peu ça depuis des semaines. Le président américain lui parle après qu'il ait parlé avec Vladimir Poutine. Et encore, demain sera reçu à Riyad, mais après que l'essentiel peut-être des discussions se soit amorcé. On verra, peut-être qu'on voudra aussi l'intégrer. Pour l'instant, en tout cas, les Américains et les Russes gardent leur distance. Sinon que, pour la première fois depuis longtemps, le président Poutine a dit, s'il le faut, nous serons prêts à négocier aussi avec les Ukrainiens. Il s'attaque toujours à la légitimité du président ukrainien qui n'a pas été réélu au moment où il aurait dû avoir des élections présidentielles, et on le comprend, il n'y en a pas eu en raison de la guerre. Mais l'avocat, qui est aussi Vladimir Poutine, dit, mais est-ce que je peux, moi, négocier avec quelqu'un qui n'a pas de légitimité électorale? C'est un peu culotté, disons-le, de la part de M. Poutine, mais lui se revendique de cette légitimité. Oui, il a été réélu. Exactement, et plus d'une fois dans son cas. Tout ça dans un contexte, on en parlait hier en amont. C'est beaucoup plus facile d'être réélu quand il n'y a pas d'opposition. Ben, personnellement, moi, si je me présentais aux élections, je préférerais ça. Tu sais, c'est évident que si t'as pas d'adversaire, ou si t'en as, mais qui ne sont que théoriques, c'est beaucoup plus facile. Quand il reste juste ceux qui n'ont pas été empoisonnés ou qui n'ont pas eu d'accident dans l'opposition, là, ça diminue la concurrence. Mais au-delà de l'ironie, parce que tu as fondamentalement raison, il n'y a pas une opposition opiniâtre à Vladimir Poutine, mais il y a une opposition, y compris une opposition à sa droite, des communistes nostalgiques de l'URSS. Et alors, tu me diras, est-ce que Poutine l'est pas un peu? Mais il est, particulièrement sur le conflit en Ukraine, surveillé sur sa droite. On l'imagine mal, mais ça existe en Russie. Et je suis en train de te dire... que hier, évidemment, c'était la rencontre au sommet informelle entre M. Macron et 7 pays européens qui veulent trouver une solution. Et je ne dirais pas que c'est pitoyable parce qu'il y a quand même un effort pour rester dans l'équation et pertinent. Puis le président Macron déploie tout ce qu'il peut. Mais au total, il n'y a pas de consensus sur le fait que oui ou non, il y aura des soldats européens pour assurer la sécurité de l'Ukraine s'il y avait une entente. Alors, les Anglais et les Français sont d'accord, les autres autour de la table savent pas vraiment. La question, est-ce que l'article 5 de l'OTAN, qui fait que si un pays est attaqué, tous sont solidaires, sera applicable? Est-ce que ça serait un commandement de l'OTAN? Les États-Unis disent qu'il n'y en a pas question. Donc, ça veut dire que les Européens qui seraient sur place ne seraient pas susceptibles. Je sais pas comment ça s'arbitrerait, mais ça compte. Là. Ça a l'air d'être un détail, mais c'en est pas un. Les Européens qui se retrouveraient en Ukraine, s'il fallait qu'il y ait des escarmouches, des attaques, début de conflit, ne seraient pas nécessairement dans une logique où l'OTAN serait attaquée et où donc l'OTAN répliquerait à la Russie. Ça compte. Est-ce que donc les Européens et d'autres soldats pourraient être déployés sans cette application de la clause 5 qui fait qu'on est tous pour un et un pour tous, comme les mousquetaires? Est-ce qu'il y aura assez de soldats, de toute façon, pour être crédibles? Parce que M. Zelensky, il dit, la garantie de sécurité européenne, hier, il l'a répété, j'y crois pas.
ça fait mal un peu à la réputation. Et il y a des gens ici sur les plateaux qui disent hey, on est capable de déployer, on a 1 million d'hommes et de femmes dans nos armées européennes. La vérité, quand tu regardes dans le détail, c'est que des soldats qui peuvent être déployés au front pour une guerre à haute intensité, là, t'es compte par dizaines de milliers, pas par centaines de milliers. Et je termine peut-être là-dessus. Toi qui aimes les statistiques, je suis tombé là-dessus en fin de semaine. C'est quelqu'un qui faisait remarquer que la Royal Navy britannique était considérée comme la reine des mers à une époque pas si lointaine. Aujourd'hui, compte un amiral pour 800 marins. Avant la Deuxième Guerre mondiale, quand c'était vraiment la reine des mers, il y avait un amiral pour près de 4000 marins. Donc, beaucoup de chefs et assez peu de soldats. Et c'est le reflet des armées européennes, c'est le reflet de l'armée canadienne où il y a quasiment plus d'officiers que de soldats pour aller au front. Donc, quand on dit on pourra nous jouer un rôle actif, peut-être, mais on est encore très loin du compte en termes de menaces opérationnelles européennes. Mais je vais t'avouer que le sommet de Paris, où ils se sont pas entendus, puis c'est sorti assez mollasson comme message final, ils ont presque donné raison à Trump. Dans mon esprit à moi, là, ils ont indirectement, ils ont comme donné raison à Trump de dire ouais, ben là, si tu veux des résultats, si tu veux arriver à quelque chose, invite pas ce monde-là. Là. Tu vas faire une journée de travail, ça va rien que parler. Je le dis crûment, là, mais moi je l'ai vu comme ça. En n'étant pas capable de saisir l'occasion, d'être à hauteur de l'occasion, peut-être parce que ce que tu nous dis, au fond, eux, ils savent, on n'a pas les armées, on n'a pas ce qu'il faut, fait qu'on a les mains attachées. En fait, je pense pas qu'ils le savent peut-être, mais on maintient ce bluff. On maintient cette illusion qu'il y a une capacité militaire. Alors, je te dis pas qu'ils sont incapables et qu'il n'y a pas des soldats redoutables. Il y a tout ça. Mais est-ce qu'on est capable de faire peur à la Russie, même affaiblie après 3 ans de guerre? Est-ce qu'on est capable de déployer? On a la volonté, parce que peut-être qu'on terminera là-dessus, mais tu sais, le chancelier allemand, qui sera probablement plus chancelier dimanche, qui disait on ne peut pas se laisser dicter les conditions de la paix ou les dicter à l'Ukraine, soit, mais il n'est pas question non plus que les Allemands se retrouvent dans une situation de conflit. Ben, si tu n'es pas prêt à menacer d'aller en guerre, il n'y a pas de chance que celui qui te l'a fait indirectement, la Russie, dans le cas qui nous intéresse en Ukraine, va se sentir menacé. Et tu as parfaitement raison. On a fait, encore une fois, la preuve hier que pour parler, pour discourir, ils sont parfaits. Pour ce qui est d'agir, pour l'instant, on est loin du compte. Il y avait les mêmes discussions il y a 1 an, avant l'élection de M. Trump. Moi, je me suis retrouvé avec des gens autour d'une table qui disaient « Hey, est-ce qu'on devra applaudir Donald Trump parce qu'il va nous forcer à réaliser enfin qu'il faut qu'on s'occupe de notre défense? » Je disais « Ben oui, peut-être, il y a 1 an. » Ben, 1 an plus tard, on n'est pas loin d'être là. Il n'y a rien qui a bougé. Merci Stéphane, à demain.